Morgane se retourna, mais ne reconnut pas le jeune homme, mince et brun, aux yeux très sombres, qui s'adressait à elle. Rappelez-vous, madame, insista-t-il, il y a 2 ans, au cours d'une journée semblable, vous aviez parié sur moi l'un de ces mêmes rubans. Oui. Soudain elle se souvenait, en effet. Ce jeune fils du roi Urien des Galles du Nord, qui s'était mesuré à Lancelot dans le champ clos. Apollon était son nom. S'étant excusé de ne pas l'avoir aussitôt remis, Morgane lui dit quelques amabilités, puis tous deux engagèrent une conversation animée, évoquant tour à tour la guerre, la paix, les légions d'Arthur maintenant au repos, les envahisseurs du Nord dont la menace pesait toujours sur le pays. Regrettez-vous ces jours de combat et de gloire ? Interrogea Morgane. J'étais à Montbadon, sourit le jeune homme. C'était ma première bataille, et j'ai bien cru que ce serait la dernière. Non, je l'avoue, je préfère vraiment les jeux équestres et les tournois. Mieux vaut se battre sous le regard des dames et contre des amis qui ne cherchent nullement à vous tuer. Il avait une voix douce et musicale qui surprit Morgane. Joue-t-il de la harpe ? Se demanda-t-elle, remarquant en même temps les minces serpents bleus qui s'enroulaient autour de ses poignets. Cependant, les cloches avaient cessé de sonner, et autour d'eux, il n'y avait plus personne. Ni l'un ni l'autre ne semblaient décidés pour autant à entrer dans l'église. « Négligeriez-vous le salut de votre âme ?» questionna-t-elle, sans chercher à dissimuler l'ironie de sa voix. « Non, pas vraiment, mais je ne suis pas très attirée par les litanies des prêtres. Mon père est pieux pour nous deux. Autrefois, il voulait m'envoyer à Avalon, mais il y a eu la guerre, et depuis il ne cache plus sa préférence pour la foi chrétienne. Il s'est mis également dans la tête de me marier et espère trouver une femme pour moi parmi toutes celles qui se trouvent réunies ici aujourd'hui. Que n'êtes-vous, madame, la fille d'un gentil roi ? Le saurais-je que vous seriez bien trop jeune pour moi, répliqua Morgane non sans coquetterie, s'amusant à entrer dans le jeu. Il est vrai que vous portez aussi le croissant d'Avalon. Une violente rafale de pluie interrompit leur badinage, les obligeant à se séparer rapidement. Morgane regagna le château, non sans avoir promis au jeune homme de le retrouver plus tard, à la faveur des festivités. Mais, une fois seule, elle ne put s'empêcher de revenir au drame qui avait éclaté au début de la matinée. Guenièvre avait-elle craint surtout de la voir à nouveau attirer Arthur dans ses filets à l'aide de ses pouvoirs magiques ? Elle, qui se consolait dans les bras du meilleur ami de son époux, ignorait-elle, ou faisait-elle semblant d'ignorer que Morgane la fée s'était donnée au grand cornu, selon la volonté de la déesse, et non pour satisfaire un plaisir interdit ? Ou bien redoutait-elle par-dessus tout qu'Avalon et Morgane réussissent à soustraire définitivement le haut roi à l'influence des prêtres ? Comme elle tournait et retournait en elle-même ces lancinantes interrogations, Guenièvre, de son côté, agenouillée dans l'église, se posait sans fin, elle aussi, les mêmes questions. Peu attentive aux gestes et aux paroles du prêtre, elle regardait autour d'elle. Hélène, là-bas, avait de nouveau le ventre arrondi. Elle triomphait sans modestie, aux côtés de l'homme qui lui avait donné le fils qu'elle-même espérait depuis tant d'années. Si Arthur croyait que l'enfant de Lancelot lui succéderait sur le trône, elle était quant à elle désormais convaincue que ce serait leur fils à eux. Oui, lorsqu'Arthur aurait confessé sa faute et obtenu son pardon, elle en était certaine, enfin un enfant, et ce serait un garçon. Elle tourna alors son regard vers le roi, debout à côté d'elle, le visage recueilli et incliné. Il était si pâle qu'on l'aurait dit malade. L'évêque l'avait reçu avant la messe, mais il n'avait pas eu le temps d'achever leur entretien. Depuis, Arthur semblait complètement absent. L'office terminé, le prêtre bénit l'assistance d'un geste ample, et la foule quitta l'église dans un irrésistible flot qui précipita Guenièvre contre Lancelot et Hélène. « Il y a si longtemps que nous nous sommes vus » bredouilla-t-elle en tentant de sourire. « Il y a tant à faire dans le fief que nous a légué le roi Pélinore » voulut s'excuser Lancelot, visiblement troublé par le regard de la reine. Arthur, sans en prendre réellement conscience, vint heureusement le tirer d'embarras, en lançant de loin. « Mon ami, enfin, quelle joie de te revoir !» Et, le prenant fraternellement par une épaule, il l'entraîna vers la foule. Les deux femmes se dévisagèrent un instant en silence,
puis Guenièvre demanda d'un ton qui se voulait aimable. « Quand doit naître votre enfant ? Préférez-vous un garçon ou une fille ?»« J'ai déjà un garçon, mais je préférerais en avoir un second. Enfin, ce sera comme Dieu le voudra. Mais où est Morgane ? Je ne l'ai pas vue dans l'église. » Morgane, vous le savez, n'a rien d'une chrétienne, et je me demande parfois si elle ne sera pas la dernière en ce royaume à préférer le dragon du diable à la croix du Christ. Je ne sais, mais je l'aime telle qu'elle est, chrétienne ou non, elle reste mon amie, et je prie pour elle. Ses sentiments ne regardent que vous, répliqua Guenièvre d'une voix acide, se disant en même temps qu'elle étranglerait volontiers une telle péronnelle. Décidément, il allait lui être bien difficile de supporter dorénavant ce visage angélique, cette voix mièvre, ce regard candide. Coupant court à ce dialogue qu'elle ne souhaitait pas prolonger, elle inventa une excuse banale et s'éloigna à la recherche d'Arthur. Mais celui-ci avait disparu, sans doute pour aller rejoindre l'évêque. Alors, pour tromper son impatience, elle se hâta vers les invités qui se pressaient, nombreux, dans la grande salle du château. Il lui fallait accueillir maintenant chacun d'entre eux, et tout particulièrement les compagnons d'Arthur, en leur expliquant que celui-ci serait en retard, retenu par un entretien important avec l'un de ses conseillers, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, puisque l'évêque Patricius faisait effectivement partie de ses confidents intimes. Mais tout le monde était si affairé à retrouver parents ou amis, à échanger des nouvelles de son pays ou de son foyer, à parler des filles récemment promises ou déjà mariées, des fils devenus hommes, des morts et des naissances, des brigands châtiés et des nouvelles routes, qu'un long moment passa, sans que l'absence du monarque soit vraiment remarquée. Puis, les conversations s'épuisèrent d'elles-mêmes, et la foule commença à s'interroger et à murmurer. Pour faire patienter ses convives, Guenièvre fit alors apporter du vin, du cidre, de la cervoise, et bientôt, le ton montant, les conversations reprirent de plus belle. Enfin Arthur parut. Sa démarche était lente, mal assurée, comme s'il portait sur les épaules un trop pesant fardeau. Guenièvre remarqua tout de suite qu'il avait échangé sa tunique de cérémonie contre une simple robe de laine brune, mais qu'en dépit de son comportement et de l'âpre sobriété de sa tenue, son port de tête et son regard n'avaient rien perdu de leur séduisante noblesse. D'ailleurs, tout le monde déjà se levait avec respect pour participer spontanément à l'ovation qui saluait son entrée. Levant les deux mains en signe de remerciement, le monarque prit la parole dans le silence revenu. « Mes amis, je vous ai fait attendre. Veuillez me pardonner. Je souhaite à tous joie et prospérité. Et maintenant, que la fête commence. » Un murmure de satisfaction accueillit ces paroles, et aussitôt reprit, le ballet continu des serviteurs croulant sous de grands plats fumants abondamment garnis de roux gibier et volailles dorées et croustillantes à point. Guenièvre, qui avait l'esprit à tout autre chose qu'au présent agape, se fit servir distraitement une moitié de caneton. Puis, elle tourna la tête vers son époux, et demeura interdite en voyant ce qu'il avait lui-même choisi. Alors que les tables regorgeaient de mets et de boissons, il n'y avait dans l'assiette du haut roi qu'une tranche de pain et dans sa coupe un peu d'eau fraîche. « Vous ne prenez rien, Arthur ?» lui murmura-t-elle à l'oreille. « C'est aujourd'hui jour de fête, nous ne sommes pas en période de jeûne. » « N'est-ce pas ce que vous souhaitiez, Guenièvre ? L'évêque a jugé ma faute si grave qu'il se refuse à l'absoudre avant que je ne me sois soumis à une longue pénitence. » Sentant certains regards se tourner vers eux, Guenièvre s'empressa de détourner l'attention en souriant ostensiblement à son époux. Il ne fallait, en effet, à aucun prix susciter des remarques ou des commentaires susceptibles d'éventer la situation. Arthur, d'ailleurs, avait dû lui aussi pressentir le danger, car s'adressant le plus naturellement du monde à Morgane, il lui demanda de bien vouloir contribuer à la réussite de la journée en chantant, pour le plaisir de l'auditoire tout entier, l'une de ses complaintes favorites. « Chantez, dit-il, ce que vous préférez. Votre voix surpasse celle de tous mes ménestrels. » Morgane qui, curieusement, avait, elle aussi, troqué sa robe de fête contre un sobre vêtement de grosse laine brune, remercia le roi de son compliment d'une simple inclinaison de la tête, puis s'installa à ses pieds avec sa harpe. Au son de sa voix, claire et limpide, le brouhaha s'atténua progressivement, et l'on entendit bientôt dans la salle
que le bruit léger des serveurs entre les tables, déposant, le plus précautionneusement possible, d'énormes corbeilles de fruits et de pâtisseries harmonieusement décorées. Lancelot, comme autrefois, s'était assis à côté d'Arthur, et tous deux, tout en écoutant Morgane, échangeaient de temps à autre, à mi-voix, leurs souvenirs communs. Guenièvre, elle, avait les yeux fermés. Revivant intensément des heures à jamais enfouies, elle goûtait un court et très fugitif instant de bonheur. Mais Morgane ayant fini de chanter, Arthur se leva et du même coup brisa le charme. « J'aimerais maintenant saluer mes vieux compagnons, dit-il. Lancelot, mon ami, asseyez-vous près de Guenièvre, comme autrefois. » Que se passe-t-il ? Il semble fatigué, et, comme son attitude est étrange, s'inquiéta Lancelot dès que le roi se fut éloigné. Est-il souffrant ? Non, mais l'évêque Patricius lui a ordonné de faire pénitence, et cela semble l'affecter beaucoup. Arthur ne doit pas avoir de bien grosses fautes sur la conscience. Il est si juste et si loyal. Tous deux se regardèrent un instant en silence, puis Guenièvre demanda à voix basse. « Êtes-vous heureux avec Hélène, Lancelot ? » « Heureux ? Peut-on l'être sur cette terre ?» Elle ferma les yeux, subjuguée par la voix qui lui rappelait tant de souvenirs, et murmura. « Lancelot, oui, je voudrais tant vous savoir heureux. » « Guenièvre, vous le savez, je ne pouvais rester éternellement grand écuyer du roi et champion de la reine. Mais vous, avez-vous enfin trouvé le bonheur ? » « Moi ? Mon ami, je ne connaîtrai jamais le vrai sens du mot bonheur. Vous le savez depuis longtemps. » Arthur, qui revenait vers eux, suivi de plusieurs de ses anciens preux, interrompit leur dialogue. L'un voulait lui offrir un présent, un autre lui demandait aide ou conseil. Le roi Urien des Galles du Nord, homme déjà âgé, aux cheveux presque blancs, mais possédant encore une étonnante vitalité, écarta amicalement ses pairs. « Roi Arthur, demanda-t-il tout haut, j'ai une faveur à te demander. Ma dernière femme, tu le sais, est morte depuis plus d'1 année, et j'aimerais me remarier. À cette occasion, je serais heureux de contracter une alliance avec ta maison. Le roi Lot, Dieu et son âme, étant récemment décédé, je te demande la faveur d'épouser sa noble veuve, Morgause. »« Mon ami, répondit Arthur, réprimant avec peine un sourire, à l'âge qui est le sien, Morgause est libre de décider elle-même de son avenir. Je crois d'ailleurs que ses idées dans ce domaine sont très arrêtées, et que son attitude envers les hommes ne serait pas pour vous un gage obligatoire de bonheur. » C'est alors que Guenièvre fut frappée d'une soudaine inspiration. Si Morgane épousait Urien, elle s'éloignerait de la cour de Camelot, perspective hautement souhaitable dans les circonstances présentes. « Arthur !» souffla-t-elle à voix basse, en tirant doucement le monarque par la manche. « Urien est un allié nullement négligeable. Ne m'avez-vous pas dit que les mines de Galles étaient de première importance pour le fer et le plomb ? Pourquoi ne pas lui faire épouser votre sœur Morgane ? Je suis sûre qu'elle répondrait exactement à ses vœux. »« Urien est beaucoup trop âgé pour elle, » répondit aussitôt Arthur, en la regardant avec étonnement. « Puis-je vous faire remarquer que Morgane est beaucoup plus âgé que moi, et puisqu'il a déjà de son côté des enfants et des petits-enfants, Urien se souciera bien peu de ne pas avoir de nouveaux héritiers. »« Dans ce sens, vous avez raison. Eh bien, demandons-lui son avis. »« Urien, reprit le roi, je ne peux imposer à dame Morgause un nouveau mari, mais peut-être ma sœur, la duchesse de Cornouailles, serait-elle heureuse de devenir ton épouse. Elle n'a jamais été mariée et peut souhaiter maintenant trouver un vrai foyer. Elle ne manque ni de charme ni de personnalité, et, j'en suis sûre, tiendrait très bien sa place à tes côtés. »« Seigneur, je n'espérais pas une telle marque d'intérêt et de confiance de ta part, » s'exclama Urien en s'inclinant respectueusement. « Si dame Morgane accepte donc d'être souveraine en mon royaume, il faut s'en enquérir désormais. Je m'en charge personnellement. » Morgane serait d'ailleurs certainement plus heureuse en compagnie d'un homme de votre expérience qu'aux côtés d'un pâle jouvenceau, renchérit Guenièvre, voulant cautionner le projet de toute son influence. Elle n'a rien d'une écervelée, et, je crois, répondrait entièrement à votre attente. Très fier, et tout étonné de la sollicitude royale à son égard, Urien s'éclipsa après moult remerciements et faillit croiser Morgane qu'un page avait fait quérir d'urgence. Cette dernière, parvenue devant le roi, s'inclina avec déférence, comme à l'accoutumée, et apprit sans tarder, de la bouche de son frère, la demande en mariage. « Je suis d'autant plus favorable à ce projet, insista-t-il,
qu'il serait souhaitable pour nous tous, et pour la tranquillité du royaume, que vous vous éloigniez de la cour quelque temps. Morgane, acceptez-vous donc d'aller vivre dans les Galles du Nord? C'est une contrée lointaine, au climat assez rude, mais pas plus dur après tout que celui de Tintagène. Seigneur, cette demande à vrai dire n'est pas pour moi une grande surprise, avoua Morgane, dont les joues s'étaient à peine colorées de rose. Dites-lui donc que je serais heureuse de partir pour les Galles du Nord en sa compagnie. Surpris par l'impénétrable attitude de sa sœur, Arthur marqua une seconde d'hésitation et lui demanda gravement. La différence d'âge qui vous sépare ne vous inquiète pas? Non. S'il n'y voit pas d'inconvénient, je n'en vois pas pour ma part, répondit-elle d'une voix toujours aussi égale. Si telle est donc votre décision, buvons tous à cette grande nouvelle, lança Arthur à la cantonade en levant sa coupe. Mes amis, j'ai la joie de vous annoncer les noces prochaines de ma sœur bien-aimée, dame Morgane, duchesse de Cornouailles, avec mon vieil et fidèle allié, le roi Urien des Galles du Nord. Puisque vous êtes tous ici réunis pour les fêtes de la Pentecôte, nous procéderons à la cérémonie le plus tôt possible. Des exclamations d'approbation accueillirent les paroles du haut roi, et pour la première fois de la journée, l'atmosphère ressembla vraiment à celle d'un grand jour de fête. Seule la principale intéressée, Morgane, semblait étrangement indifférente à la liesse générale. Le visage de marbre, l'air absent, elle essayait à froid simplement de comprendre ce qui lui arrivait. Arthur n'avait pu imaginer seul une semblable union. Quant au roi Urien, il ne la connaissait pour ainsi dire pas. Non, ce ne pouvait être qu'un stratagème de Guenièvre pour l'obliger à s'éloigner de la cour. Ainsi triomphait-elle pour l'instant. Il était en effet impossible de revenir en arrière après avoir accepté ce mariage devant toute la cour et tous les souverains de Grande-Bretagne réunis. Une fois de plus, il allait donc falloir accepter le défi, assumer son destin, un destin d'ailleurs dont le jeune Apollon ne serait pas absent. De son côté, Guenièvre l'observait à la dérobée et cherchait vainement une explication à son attitude apparemment impassible. Morgane était-elle déjà au courant de la requête d'Urien, puisqu'elle avait avoué elle-même à Arthur n'en être pas surprise? Fallait-il mettre son extrême réserve sur le compte d'une émotion contenue mais réelle? Non, c'était impossible. Une fille d'Avalon ne pouvait se conduire comme une vierge effarouchée. C'est alors que Guenièvre se souvint tout à coup du jeune homme entreaperçu à plusieurs reprises à ses côtés. Mais oui, ils avaient un instant bu et mangé ensemble, échangé même quelques sourires de connivence. Cette sorcière avait-elle déjà jeté son dévolu sur ce jeune chevalier? Elle en était capable, et si cela était, elle avait donc berné tout le monde. Non, car elle s'apercevrait bientôt, cette diablesse, de ce qu'il en coûtait d'être donnée en mariage à un homme qu'on n'aime pas. Rassénérée par cette dernière pensée, impatiente de savourer sa victoire, Guenièvre se dirigea vers Morgane et lui lança d'une voix faussement bienveillante. « Ainsi, Morgane, allez-vous être reine à votre tour, et l'épouse d'un roi très chrétien. » Mais Morgane ne répondit pas. Avec une indicible insolence, elle affronta la reine du regard, la transperça avec des yeux de haine et de mépris. Puis, se sentant entièrement libérée, elle lui sourit soudain, d'un sourire si ambigu que la reine effrayée se demanda si elle ne venait pas de lui jeter un mauvais sort. Voulant vite effacer cette pénible impression, et compte tenu de la hâte qu'elle avait de voir Morgane disparaître au plus tôt vers les Galles du Nord, Guenièvre s'affaira à la préparation de la cérémonie. Les fêtes seraient à la hauteur de l'événement, 6 dames d'honneur et 4 reines devant directement participer à la célébration officielle des noces. Arthur lui fit cadeau de la plus grande partie des bijoux de leur mère et de plusieurs objets de valeur pris chez les Saxons, présent que Morgane voulut un instant refuser. Mais Guenièvre lui ayant affirmé que son futur époux attachait beaucoup d'importance aux signes extérieurs de l'opulence et de la richesse, elle finit par accepter, ce qui revêtait à ses yeux si peu d'importance. Un seul bijou cependant la toucha, le collier d'ambre qu'elle avait vu souvent au cou d'Igerne lorsqu'elle était enfant. Morgane ne put s'entretenir qu'une fois avec Urien, durant les 3 jours qui séparèrent la Pentecôte de leur mariage. Au fond d'elle-même, elle avait un peu espéré qu'il reviendrait sur sa décision et préférerait au dernier moment porter son choix sur une femme plus jeune, sans se faire cependant d'excessives illusions. Quoi qu'il en soit, elle ne voulait surtout pas qu'il accepte de l'épouser en ignorant tout d'elle, ou presque, pour,
ensuite le lui reprocher, car elle connaissait la très grande importance qu'attachent les chrétiens à la virginité, sentiment que leur avaient inculqué les Romains, toujours soucieux d'orgueil familial et de soi-disant bonne réputation. « J'ai 35 années passées, Urien », lui fit-elle observer un après-midi où il se retrouvait à l'abri des oreilles indiscrètes. « Et je ne suis plus vierge, comme vous vous en doutez. Je voulais donc vous préciser la chose. » Le vieux roi ne sembla guère troublé par cet aveu direct, et se contenta de poser doucement le doigt sur le petit croissant bleu, nettement apparent entre ses sourcils. « Vous avez été prêtresse d'Avalon, inconditionnelle servante de la Dame du Lac, et je sais que vous avez rituellement rencontré le dieu cornu. N'est-ce pas vrai ? » « Vous dites la vérité, » répondit franchement Morgane. « Pour ma part, vous avouerai-je en confidence, je me soucie assez peu de savoir quel dieu exactement trône là-haut dans le ciel, ou vers lequel vont les préférences de mon peuple, à partir du moment qu'il vit en paix. Il m'est même arrivé une fois de porter moi-même les bois d'un cerf. Ainsi soyez sans crainte, je ne vous reprocherai jamais rien en ce domaine, dame Morgane. Urien, il y a une chose encore que vous devez savoir. J'ai porté un fils du grand cornu. Il est élevé à Avalon. Mais j'ai été si malade à la naissance de l'enfant que je refuse désormais d'en mettre au monde un second. Ma descendance est assurée, Morgane. Tranquillisez-vous donc, je n'ai aucune arrière-pensée à cet égard. Urien n'est plus jeune, mais il est sage et avisé, pensa Morgane. Il sera sûrement un compagnon acceptable. Si vous le désirez, Morgane, vous pouvez même faire venir votre enfant à ma cour. Je vous promets qu'il sera traité comme il convient, en fils aimé de la duchesse de Cornouailles, reine des Galles du Nord. Je serais d'ailleurs très heureux de voir courir un autre enfant dans la maison. Un enfant qui deviendrait sûrement un compagnon de jeu rêvé pour mon dernier fils, Uvin. Uvin ? Je croyais qu'Acolon était votre cadet. Non, c'est Uvin qui vient d'avoir 9 ans. Sa mère est morte à sa naissance. Bien sûr, vous n'imaginiez pas, interrogea-t-il en souriant, qu'un homme de mon âge puisse avoir un fils aussi jeune. Pas du tout. J'ai souvent entendu dire qu'un homme de 30 ou 40 ans pouvait avoir quelques difficultés à engendrer. Mais qu'en revanche, un homme de 60 ans, ou même davantage, avait lui toutes les chances d'être père, à condition qu'une jeune et jolie femme ait bien voulu le satisfaire, répondit Morgane, non sans ironie, regrettant aussitôt d'avoir peut-être été trop loin dans ses propos. Mais Urien éclata d'un rire sonore plein de santé. « Je crois que nous nous entendrons bien, vous et moi, » gloussa-t-il avec gaillardise. « J'ose espérer que vous ne serez pas malheureuse, en compagnie du vieil homme que je suis. » Morgane parle. Notre première nuit fut telle que je l'avais imaginée. Urien se livra avec moi à toutes les caresses et aux jeux de l'amour pour tenter d'échauffer mes sens. Puis, arrivé au paroxysme de son ardeur, il s'effondra dans mes bras et s'endormit comme une masse, l'aboutissement de ses efforts ayant trouvé une très rapide conclusion. Je ne m'attendais à rien de mieux et ne fus donc pas déçue. Je compris vite qu'il tenait avant tout à me sentir blottie contre lui pendant la nuit, à me cajoler, à me parler, à profiter de ma féminité sans pour autant exiger de moi le suprême abandon de mon corps. Je lui en fus reconnaissante, appréciant également beaucoup l'attention qu'il portait à mes avis, contrairement aux Romains du Sud qui répugnaient le plus souvent à écouter les conseils des femmes. Les Galles du Nord étaient un pays magnifique, avec des monts escarpés et de hautes collines qui me rappelaient le Lothian. Mais, autant cette dernière contrée était restée dans mes souvenirs empreinte de tristesse et de grisaille, autant le royaume d'Urien était vert et riant, couvert d'arbres et de fleurs, avec un sol fertile, riche d'abondantes moissons. En ce qui concernait la vie de tous les jours, son fils Avaloc, tout comme sa femme et ses enfants, me consultait surtout, et le jeune Uvin m'appelait mère. Grâce à lui, je goûtais toutes les joies de la vie familiale, et notamment celle d'avoir un enfant à élever, à surveiller, à soigner et à consoler. C'était un gamin turbulent, mais attachant, qui n'hésitait pas à grimper aux arbres ou à partir chasser en cachette pour échapper à ses études, faisant le désespoir du prêtre qui lui enseignait les lettres, mais le bonheur de son maître d'armes. M'étant très vite prise d'affection pour ce jeune diable, affection qu'il me rendait bien, il lui arrivait souvent, le soir, de venir s'asseoir à mes pieds, au coin de l'âtre, pour m'écouter bouche bée jouer de la harpe. Il faut dire qu'il avait lui-même une oreille extrêmement musicale et une voix très juste, à l'instar de toute la famille musicienne,
au point de préférer jouer de la musique elle-même plutôt que de demander le concours des ménestrels de la région. Bref, je considérais Uvin comme mon propre fils. De son côté, n'ayant aucun souvenir de sa mère et éprouvant le besoin naturel d'une présence et d'une tendresse féminine, il ne demanda rapidement qu'à s'assagir, après une brève époque de rébellion. Je le vis donc, de plus en plus souvent, multiplier à mon égard des attentions qui m'allèrent droit au cœur. De retour de ses vagabondages dans la campagne, il revenait avec des fleurs de champ, des plumes d'oiseaux, des rameaux artistiquement assemblés, ou autres cadeaux spontanément imaginés pour me faire plaisir. Une fois même, timide et rougissant, il m'embrassa avec une telle fougue au retour d'une promenade que j'eus la faiblesse de croire qu'il n'aurait pas éprouvé plus d'ardeur envers sa propre mère. Ces joies, simples et douces, ces jours tranquilles, régénéraient ma vie. Un an passa ainsi, tel un songe sans nuage, pause inespérée dans mon existence orageuse. C'est alors qu'Apollon revint un soir au château de son père.